deux mots. Bon, je suis même ému, pas mystérieux, mais enfin ému là, en ce moment. Je suis très heureux que vous ayez associé mon épouse à vos mots. Alors, ce prix représente bien entendu beaucoup pour moi. C'est vrai que l'Europe a joué beaucoup dans ma vie, et puis pourquoi j'ai pris la nationalité française, c'est tout banal. Au moment où mon patron prévoyait sa succession, il m'a dit il était professeur, et moi j'étais maître de recherche au CNRS, que je prenne son poste un jour. Mais pour ça, à l'époque, il fallait avoir la nationalité française. Professeur, pour maintenant, ça ne vaut plus. Donc, pour le malheur de mes parents, j'ai changé de nationalité. Et puis finalement, je pensais que j'étais devenu français, ce que je suis, que j'avais perdu la nationalité luxembourgeoise. Et quand j'ai eu le prix Nobel, ils m'ont téléphoné pour me dire que non, ça n'avait jamais été enregistré, que j'étais luxembourgeois. Donc, je suis binational. Alors, donc en fait, je vais vous parler de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. Il y a ces deux branches. Alors, immunité innée et adaptative, je vais vous expliquer l'historique de ces deux concepts, les similitudes et les relations au cours des réponses aux infections, et après, également, comme il se doit, quelles sont les perspectives médicales que les travaux ont permis de faire. Alors, évidemment, nous savons tous que l'espérance de vie était relativement courte jusqu'au milieu du siècle passé. C'était de l'ordre de 25 années jusque vers 1850. Ensuite, il y a eu des progrès considérables. Et puis, vers la fin du XIXe siècle, les découvertes ont permis d'aller ensuite à des espérances de vie qui sont à peu près les nôtres maintenant. Et la première raison de ces terribles mortalités, c'était les mortalités infantiles, et notamment, si vous voulez, dans la vallée du Yangtze-Kiang, c'est un chiffre que j'ai retenu, au milieu du XIXe siècle, les enfants, donc un enfant sur deux était mort à l'âge de 5 ans. Donc il ne dépassait pas les 5 ans. Alors vous imaginez, ça faisait... Bon, nous, par ailleurs, nous connaissons les pandémies, l'influence des pandémies sur l'histoire. Notamment la grande pandémie justinienne, la pandémie ensuite Black Death, et plus récemment... Plus fort, oui, pardon. Alors je ne regarde plus mon épouse. Voilà. Maintenant, c'est bon, hein? Bien. Alors, ceci a changé de façon importante au milieu du XIXe siècle. Voilà. Et il y a deux personnes qui ont vraiment joué un rôle éminent là-dedans. C'est Louis Pasteur, que nous connaissons tous. It's okay. Et Louis Pasteur en France et Robert Koch en Allemagne. Les deux ont eu le prix Nobel, Robert Koch a eu le prix Nobel en 1905, le prix Nobel, le premier a été donné en 1901 et Louis Pasteur était mort à ce moment-là. Et ensuite, donc, ce sont deux personnes qui ont montré que l'origine de ces mortalités importantes qu'on attribuait essentiellement aux autorités divines à l'époque, étaient des germes. C'est pour ça que j'avais dans le précédent diapositive, j'avais montré la théorie des germes. Donc ceci a été accepté difficilement, mais accepté vers la fin du XIXe siècle. Mais ce qu'on n'avait pas encore essayé de comprendre, c'est comment le corps réagissait aux germes. Et c'est ça le grand mérite de mon immunologiste préféré, Elie Metchnikoff, qui a commencé, en fait, c'est les premières études d'immunologie. Et donc, ce que lui il a travaillé de façon... C'était un zoologiste. Et en tant que zoologiste, il a fait des injections de gouttes de carmin dans des larves transparentes de méduses, ensuite des épines, de rosiers, et finalement des microbes. Et alors, il s'est rendu compte que ces microbes étaient repris par des cellules qui circulaient et c'était facile à voir passer des méduses transparentes. Et donc, c'est comme ça qu'il a proposé que ces cellules du corps allaient reprendre les bactéries. Et c'est la première explication qui a été proposée
pour combattre de la part de nous, êtres humains, enfin de tous les animaux, comme on verra par la suite, de combattre les maladies. Alors il a donné le nom, c'est une petite anecdote pour nous faire sourire, on parle beaucoup d'épouses aujourd'hui. Lui ne connaissait pas le grec et à l'époque, là, on voulait que tout ce qui était scientifique porte un nom grec ou un latin. Sa femme connaissait le grec, elle a proposé d'appeler ça phago, phagéin c'est manger, absorber, et puis kytos c'est la cellule. Et ce terme est resté dans la littérature. Voilà. Ensuite, avec ça est né le concept d'immunité naturelle ou immunité innée. Et Metchnikoff, jusqu'à la fin de sa vie, pensait et défendait que la réaction de défense de notre organisme était la reprise par les phagocytes des bactéries. Seulement, une décennie plus tard, Behring à Marbourg et Paul Ehrlich à plusieurs endroits autour d'un Prussien ont trouvé ce qu'on appelait à l'époque l'immunité. Ils ont montré qu'il y avait la sérothérapie, c'est le nom que je cherchais, sérothérapie, et la sérothérapie qui consiste essentiellement à produire un sérum en injectant un agent toxique, et cette réponse manquait de spécificité, avait une spécificité, et d'autre part, contrairement à ce qu'avait dit Metchnikoff, c'était l'injection du sérum d'un animal qui avait été traité vers un animal qui était malade, ou une personne qui était malade, qui évidemment était une négation pour l'idée de Metchnikoff dans la mesure où il n'y a pas de cellules dans le sérum. Donc, à ce moment-là, il y avait deux théories qui prévalaient. La naissance, donc Ehrlich en lui donne la naissance du concept d'immunité acquise ou d'immunité adaptative. Et ces deux notions sont les deux notions qui sont restées jusqu'à nos jours. Et les deux protagonistes ne croyaient ni dans les travaux de l'autre, ni l'un dans les travaux de l'autre, ni réciproquement. Et alors ce qui est amusant, c'est de voir qu'en 1908, le comité Nobel ne savait pas à qui des deux donner le prix Nobel, et il a partagé, c'est une des premières fois qu'il a partagé le prix Nobel, moitié à Behring, moitié à Ezekowitz, oh God, je commence à être fatigué, moitié donc à Ehrlich et l'autre moitié à Metchnikoff. Et les deux protagonistes n'étaient pas heureux du tout, au point que finalement, Metchnikoff n'est jamais allé à Stockholm pour la réception, et l'autre, Ehrlich, a fait un exposé qu'il faut toujours faire, un exposé d'1h30 devant l'assistance Nobel, et il n'a jamais mentionné le nom et les travaux de l'autre de Metchnikoff. Voilà, nous continuons. Ça, c'était l'introduction. Alors, il y a ensuite, après ces grands travaux, les trois grands auteurs là, que je viens de vous montrer sont décédés. Behring en 1915, Metchnikoff en 16 et Ehrlich en 17. Et après, il y a d'autres générations, donc c'était la fin de la Première Guerre mondiale, d'autres générations. Et donc, mais en fait, il n'y a pas eu de grands bouleversements dans l'immunologie jusqu'au moment, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, où Gerald Edelman et Rodney Porter ont trouvé la structure des anticorps. Parce que les antitoxines qui avaient été gérées dans la sérothérapie par Ehrlich et Behring ont été par la suite nommés anticorps, et puis la structure a été montrée donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les deux auteurs ont partagé le prix Nobel en 1972. Il y a beaucoup d'autres éléments entre-temps, mais qui ne touchent pas la question que nous abordons ce matin. Alors, au début de ces découvertes, il y a vraiment tout l'intérêt de l'immunologie s'est porté vers l'immunologie, vers l'immunité adaptative, qui était vraiment le grand sujet et ce qui était un des problèmes qui s'est posé pour nous.
Alors, maintenant, je viens au moment où je suis venu en 63 à Strasbourg, et je vous montre un institut de zoologie où j'ai fait une importante partie de mes premiers travaux avec Daniel, comme on l'a mentionné. Et j'ai été pris dans le laboratoire de Pierre Joly, dont la photo est montrée ici. Et Pierre Joly, c'est aussi un point intéressant à mentionner, il travaille sur le criquet migrateur. Alors, le criquet migrateur, donc, ce qu'il faisait, c'était de l'endocrinologie comparée. Et l'endocrinologie, ça consistait à l'époque, les techniques qui existaient, permettaient d'enlever un organe endocrine d'un individu et de le transplanter dans un autre individu, et puis de regarder quel était l'effet sur le développement, sur la reproduction, sur la coloration, etc. Et il m'a dit, alors c'est amusant de repenser à ça, il m'a dit il y a exactement 60 ans, c'était en novembre 1963. Et j'ai beaucoup pensé en préparant ces quelques mots. Et il m'a dit, vous voyez Jules, cette affaire que j'ai travaillé pendant 30 ans avec mes élèves sur la transplantation, chirurgie, transplantation endocrinique, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de... On a transplanté tout ce qui était à transplanter et je ne veux pas vous engager dans un tel type de travail. Vous quittez, non, pas vous quittez, mais vous quittez le domaine. Et j'avais une observation à vous communiquer, c'est que dans toutes ces opérations que j'ai faites, il n'y a jamais eu, sans que je prenne une quelconque précaution d'asepsie, il n'y a jamais eu d'infection. J'en conclus donc que les insectes doivent être capables de se défendre contre les agressions et puis essayer de trouver le mécanisme de cela, qui n'était pas connu à l'époque. Alors, on a commencé à travailler sur le criquet, et puis au bout de quelques temps, on a passé sur la mouche, parce que le criquet n'avait vraiment pas de génétique, et la mouche se prêtait plus, mais ne se prêtait pas encore. La mouche que vous voyez, la mouche noire, là, ne se prêtait pas encore aux travaux de génétique tels qu'on peut les faire chez la drosophile, et donc c'était un stade intermédiaire. Voilà. Alors, mais nous avons tenu à rester dans le modèle, et j'avais prévu de vous dire rapidement les raisons du choix pour les travaux que nous avons faits. Donc, on part de l'idée que les criquets sont très résistants aux infections, mais on ne connaît pas les mécanismes qui sous-tendent cette résistance. Alors, la justification du choix du modèle expérimental, d'abord, je vous rappelle, ou je vous dis, que les insectes représentent 80%, des espèces animales sur Terre actuellement. Ils influent beaucoup sur leur environnement par la pollinisation, la destruction massive des récoltes humaines, ce qui, au niveau mondial, représente le tiers des récoltes humaines qui sont démolies par les insectes, et la transmission de nombreuses maladies, comme vous le savez. Ça, raison pour rester chez les insectes. Mais ensuite, pour aller chez la drosophile, les motivations étaient les drosophiles ont une très petite taille, un taux de reproduction massif, un développement très rapide en 15 jours. Ils ont un génome qui était à l'époque partiellement connu, depuis 2001 entièrement connu. Plus de 75% des gènes qui codent pour les protéines humaines impliquées dans les maladies humaines ont des homologues dans le génome de la drosophile. Et des études génétiques sont puissantes chez la drosophile. Il y a des milliers de mutants qui sont disponibles, qui affectent de nombreuses fonctions, et les maladies humaines aussi. Il existe une pléthore de techniques pour les transgénèse, pour l'inactivation sélective d'un gène et sa surexpression, son expression, tissu spécifique, etc. Et puis c'est un modèle qui avait été introduit depuis de nombreuses années déjà en biologie expérimentale par Morgan, qui a eu le prix Nobel en 1933, et par Müller, qui a eu le prix Nobel en 1946. Bon, ceci vous explique, c'est une diapositive que je voulais la sauter, mais comme vous m'avez demandé de rester dans mon texte initial, elle est maintenue. Donc ça vous explique pourquoi maintenant on travaille sur la drosophile. Ce n'est pas la mouche, comme me dit régulièrement M. Darcos quand on vient aux séances. Alors Jules, comment vont les petites mouches? Et je dis toujours, bon, elles ne vont pas, elles volent, mais ça ne satisfait pas. Mais maintenant, vous savez pourquoi on a choisi ce modèle. C'est actuellement, encore actuellement,
le modèle le plus puissant au niveau génétique pour analyser des cascades qui gênent à différents types de fonctions. Alors, je passe à la diapositive suivante et je vous raconte en fait ce que nous avons vu. La défense antimicrobienne, qu'est-ce qu'on a vu chez Locusta et ensuite chez les drosophiles? Alors, d'abord, il y a une forte phagocytose par les cellules sanguines. C'est ce qu'avait découvert déjà à l'époque, ce qu'avait découvert Metchnikoff. Et là, je voudrais citer le docteur Aimé Porte, qui m'a beaucoup aidé. À l'époque, je faisais des travaux de microscopie électronique à l'Institut de physiologie de notre université. Et Aimé Porte m'a extrêmement bien guidé là-dedans. Monsieur Joly ne connaissait rien à l'immunologie. Et à l'époque, on pouvait donner un sujet à un étudiant de thèse dont on n'était pas compétent soi-même. C'est plus possible aujourd'hui. Et par ailleurs, moi, je n'avais jamais suivi, comme j'avais fait un cursus de zoologie, de botanique, de biodiversité, comme on dirait aujourd'hui, je n'avais jamais pris de cours d'immunologie qui étaient uniquement dispensés en médecine. Alors, la deuxième chose que nous avons trouvée, c'était l'induction d'une activité antibactérienne dans le sang par piqûre septique. Et ça, c'était plus ou moins nouveau. Bon, il y avait quelques rapports initiaux dans les années 20, mais qui ont été oubliés. Et voilà l'expérience qui vous montre ceci. Donc, vous avez ici une mouche à qui nous injectons plusieurs bactéries. Et nous regardons ensuite l'induction d'une défense antimicrobienne avec un simple test d'inhibition de croissance, comme on faisait dans les travaux pratiques à l'époque. Et alors, vous voyez qu'il y a, après injection de bactéries, il y a une forte activité antibactérienne qui apparaît. Il n'y a rien dans les insectes contrôle. Et alors, nous avons posé 3 questions qui forment en fait la trame des 10 ou 20 prochaines minutes que je prendrai. Première question, quelle est la nature des molécules qui sont induites? Deuxième question, comment, au cas où ce seraient des peptides, ce que nous soupçonnions, comment le contrôle d'expression des gènes est-il réalisé? Et la troisième question, est-ce que les insectes sont capables de reconnaître qu'il y a une agression fongique, bactérienne, etc. Sont-ils capables de distinguer entre différents agresseurs? Et c'est donc ça qui est la trame maintenant de ce que je vais vous dire. Et fin des années 70, on a identifié, répondu à la première question, cette activité antibactérienne induite par la piqûre est basée sur l'apparition de nombreux peptides antimicrobiens chez les insectes. Et puis à l'époque, d'autres collègues aux États-Unis ont trouvé que c'était la même chose dans la peau de crapaud et finalement trouvé chez l'homme. Alors je passe rapidement par ces diapositives, on ne va pas retenir les noms, mais voilà sur la gauche, vous voyez une mouche, ça c'est des travaux qui ont été faits au laboratoire et nous avons trouvé toute une pléthore de molécules, il y en a beaucoup plus aujourd'hui connues et on a donné des noms, vous savez que j'ai tenu à donner un nom à Metchnikoff, la Metchnikovine. Et ensuite, voilà les auteurs de ces travaux essentiellement. Donc Daniel, il y a Jean-Luc Dimarque qui est dans la salle, et Charles Etru et Philippe Bullet. Et nous allons, juste pour, parce que c'est une question qui vient toujours, est-ce que vous avez essayé de faire des applications de ces peptides antimicrobiens en médecine? On a essayé, c'est Jean-Luc Dimarque qui a fait ces essais, on avait créé une entreprise qu'on appelait Entomed, et entomologie médicale, et puis on a eu de beaux résultats. À un moment donné, on avait engagé, je crois, il y avait au moins 40 personnes, on avait levé pas mal d'argent, notamment de Rhône Poulenc et d'entreprises de ce type-là. Et puis on a même réussi, Jean-Luc a réussi à protéger par injection de gènes, à protéger du tabac contre des champignons, et puis on est tombé dans la période la plus mauvaise possible, la période où il y avait une levée de bouclier contre les OGM, et alors Rhône Poulenc a perdu du courage, ils n'ont plus continué les travaux, et la même chose. Et alors, la même chose s'est passée pour les autres essais dans d'autres endroits, et puis donc de ce fait, le projet est tombé, et ce que nous avions comme brevet a été vendu à Novo Nordisk, qui actuellement, comme vous voyez, devient riche parce qu'ils ont trouvé un produit contre l'obésité. Ce n'était pas notre problème à l'époque. Alors, Hans Baumann à Stockholm, avec qui nous avons beaucoup collaboré, a trouvé des sécropines et des atacines. Et ce qui fut très important pour la suite, c'est que chez l'homme,
on a trouvé également, ça c'est des travaux de deux collègues de l'Université de Californie à Los Angeles, Tom Gans et Bob Lehrer, ont trouvé toute une série de peptides antimicrobiens induits chez l'homme. Et ceci a donné une sorte de boost à nos travaux parce que, donc en fait, si vous voulez, nous étions au stade où nous avions montré qu'une réaction antimicrobienne pouvait être induite par injection du germe lui-même, et ceci impliquait l'apparition d'un certain nombre de molécules, de peptides qui avaient une activité contre ces germes, et donc la question se posait, est-ce que c'est la même chose globalement chez l'homme? On trouvait aussi des peptides de ce type-là chez l'homme, mais la drosophile se prêtait plus facilement à certaines expériences. Et alors, à l'époque, j'étais toujours à la recherche de crédits, et puis je m'étais adressé comme Ron Poulenc avait arrêté, je m'étais adressé à Roussel-Uclave, et Roussel-Uclave, j'étais très bien reçu, c'était à Romainville à l'époque, très bien reçu, et Madame Laudet, qui est la blonde dans la deuxième rangée sur cette photo, avait dit, écoutez, nous on ne donne pas directement de l'argent à un laboratoire, mais on veut bien organiser un colloque auquel que vous invitez les scientifiques que vous voulez, et juste les personnes de notre institution peuvent venir écouter, silent partners peuvent venir écouter ce qui se passe, et puis on verra si ça peut présenter un intérêt. Et alors c'est à ce moment-là, donc c'était en 1983, avec l'argent de Roussel-Uclave, que j'ai pu organiser le meeting que vous voyez ici, qui s'est déroulé à Versailles dans des locaux qui appartenaient à Roussel-Uclave, mais pas dans le château, mais la photo a été prise devant le château, ce qui paraît-il est classique. Et dans ce meeting, c'est la toute première fois dans l'histoire de ces études immunologiques qu'on avait pu réunir des gens qui travaillent sur l'immunité innée, donc Metchnikov, et l'immunité adaptative, Ehrlich. Toujours à une époque où c'était considéré comme deux réponses totalement indépendantes. Et alors là, il y avait des gens, j'avais pu inviter des gens qui sont marqués ici, Charles Janeway de Yale, qui était vraiment un des pionniers dans ces réflexions sur l'immunité innée et son rôle potentiel, son interaction potentielle avec l'immunité adaptative. Un autre chercheur qui travaillait, un autre professeur qui travaillait à Harvard était Alan Ezekowitz, qui travaillait aussi sur ce qu'il appelait l'immunologie antibody, c'était avant les anticorps. Il a dit que quelque chose a dû apparaître parce que autrement les animaux seraient morts tous de ces affections. Et puis un japonais, Shunji Natori de Tokyo. Et finalement, on a aussi ajouté Fotis Kafatos à Heidelberg, qui venait d'être nommé le directeur de l'EMBL à Heidelberg, et avec qui on est resté en bon contact pendant de très nombreuses années. C'est devenu un très bon ami, et puis il a influencé toute une série de travaux qui se continuent indépendamment de moi au laboratoire sur les réactions vis-à-vis des maladies induites par les insectes vecteurs. Je ne parlerai pas de cela, ce n'est pas mon travail. Alors, donc, nous avons ensemble créé un consortium, une sorte de consortium qui a été soutenu très bien par l'agence japonaise Human Frontiers Science, et ce qui a commencé à nous donner à la fois de l'argent et une certaine crédibilité. Alors maintenant, on a donc, dans cette communauté, on a abordé maintenant la question comment les gènes qui codent pour ces peptides salvateurs, comment ces gènes sont-ils mis en route? Comment cette réponse se met au niveau génomique, se met en route? Alors, pour ça, je me propose de vous montrer d'abord une diapositive très simple, mais qui nous expose un peu la façon d'approcher ces questions, la façon qu'on avait d'approcher. Je vous montre le contrôle d'expression des gènes, schéma général. Alors, il y a un ligand microbien, donc quelque chose dans la paroi du microbe, qui interagit avec un récepteur inconnu. Et à l'époque. Ensuite, il active une cascade de signalisation qui va donner un signal à l'ADN, c'est-à-dire là où sont tous les gènes, l'ADN, on connaît tous.
Et puis, quelque part, il vient un signal qu'il faudra découvrir, qui va là. Non, je ne vais pas repasser parce que je ne sais pas comment faire en arrière. Donc, un signal qui vient à une région spécifique, spéciale du génome, et qui va lui dire il faut y aller, il faut transcrire cette information qui est dans cette partie précise du génome. Et à la suite de cela, il y a un ARN messager qui est produit. Je vous rappelle les travaux de Jacob et de Monod, qui ont eu le prix Nobel pour leurs travaux sur cet aspect-là. Et cet ARN va dans le cytoplasme, il est traduit ensuite en protéines. Alors les protéines soit sont sécrétées, soit restent dans la cellule, et elles exercent une fonction qui peut être celle d'un peptide antimicrobien. Donc nous étions confrontés intellectuellement au problème que vous voyez ici. Les ligands microbiens, nous pensions que nous connaissions, on pouvait prendre des champignons, des bactéries. La fonction, on pensait trouver les peptides antimicrobiens. Donc ce qu'on demandait, ce qu'on cherchait, c'est toute la séquence qui est marquée là-dessus. Et, excusez-moi. Et alors, on a attaqué ça et c'était de longs travaux, je veux dire. Et nous avions à l'époque, pour les peptides, nous avons beaucoup bénéficié, j'espère que j'ai mentionné, du laboratoire de Guy Ourisson, le laboratoire où il y avait de la chimie analytique très poussée. Et ici, pour la partie biologie moléculaire, nous avons beaucoup bénéficié du laboratoire de Pierre Chambon qui nous a beaucoup soutenus, lui-même et son laboratoire. Et alors, donc, à ce moment-là, et ça c'était une chance, il y a eu un travail qui a été fait par David Baltimore, que nous voyons ici. Et donc, dans le génome, alors lui, il avait travaillé sur des souris, là. Dans le génome de la souris, dans les lymphocytes qui produisent, on le verra dans un instant, elles produisent une partie de la réponse immunitaire. Il avait trouvé qu'il y avait des sites spéciaux qui se répétaient d'ailleurs et qui étaient responsables de la réponse immunitaire qu'il regardait lui, c'était la production d'anticorps. Alors voilà, David Baltimore, on est resté très amis depuis cette date. Et je vous montre ici la schéma de l'organisation du gène de la diptéricine. La diptéricine, c'était le premier peptide antimicrobien qu'on avait découvert au laboratoire, c'était Daniel et Jean-Luc Dimarc. Et alors, donc, on a à ce moment-là, alors ce qu'on met ici, kappa BRE, c'est le response element, c'est là où la petite boule que je vous ai montrée dans la précédente diapositive va se fixer et donne l'instruction, il faut faire transcrire le gène. Alors, ce qui est en jaune ici, c'est le gène de la diptéricine, mais que nous avons remplacé à l'époque, on faisait ça systématiquement, aujourd'hui c'est plus nécessaire, on a remplacé par une substance fluorescente qu'on pouvait, bleue en l'occurrence, c'est l'enzyme qui transforme un précurseur en couleur bleue, LAC-Z. Et donc, je vous montre ça juste, j'avais pensé ça, juste pour vous montrer quelle était la démarche, plutôt que de juste aller tout de suite au résultat. La démarche est classique, enfin, la démarche est classique maintenant. Et là, nous avons une mouche transgénique que nous avons produite au laboratoire, dans laquelle nos collègues ont introduit un gène qu'on appelle rapporteur, qui, s'il est transcrit, va donner la couleur bleue. Voilà donc une mouche qui n'est pas piquée, elle est blanche, enfin, sort of, et après piqûre, vous voyez que toutes les zones, toute une série de zones deviennent bleues, et en fait, ce sont les zones du corps gras qui est l'équivalent du foie humain. Donc, si vous voulez, si vous avez ceci en main, dans un laboratoire qui a les techniques en main, vous pouvez beaucoup jouer avec ça. Évidemment, ça devient un jeu de Lego. On peut couper ceci, on peut couper cela, etc. Et vous arrivez comme ça à aborder la question qui est celle que nous pensons. Alors, ceci a été donc amené à un travail que nous avons publié en 1996, et je vous montre tout de suite la dame. Donc, pardon, là je me trompe un peu dans les boutons. Christian Nusslein-Vollard, qui travaillait à Tübingen, avait en 1995 reçu le prix Nobel parce que ce qu'elle cherchait, c'est aussi chez la drosophile. Elle cherchait les gènes qui régulent le développement embryonnaire précoce. Et pour ça, elle faisait du mutagenèse at random, c'est-à-dire à l'aveugle.
et sélectionner les embryons qui se développaient anormalement. Et dans ce travail, elle avait toute une cascade de gènes, et parmi ces gènes, il y en avait un ou deux qui avaient ces sites de Baltimore, on va dire, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ces sites qui sont responsables dans les lymphocytes de l'expression des gènes de la réponse immunitaire. Alors, donc, on se trouvait devant la situation suivante. Il y avait un groupe qui avait donc montré que le développement embryonnaire précoce utilise telle ou telle cascade pour un développement normal. Et nous, on travaillait sur des adultes mâles qui ne se développaient plus, évidemment, à ce moment-là. Et on cherchait une réponse induite par l'infection. Est-ce que ça valait la peine d'aller dans cette direction-là? Beaucoup de gens l'ont déconseillé. Et puis finalement, avec les collègues que vous voyez ici, Bruno Lemaître et Jean-Marc Reichart, on a quand même essayé et on a trouvé la mouche très belle que vous voyez ici, qui a eu la couverture de sel à l'époque, une mouche qu'on a infectée ou qui s'est infectée à des champignons, et les champignons ont couvert la mouche. Il n'y a pas eu de défense contre ce champignon. Donc, nous avions, à ce moment-là, on tenait quelque chose. On tenait l'agent infectieux, on tenait la fonction, et on tenait par le travail que je vous ai montré, on tenait donc par le travail précédent en quelques éléments dans la cascade qui étaient des éléments qui avaient été aussi trouvés pour le développement embryonnaire précoce. Et alors on a continué, bon, c'était pas tout, on a continué ces travaux, pardon, excusez-moi. Alors ici je vous montre des champignons, et à nouveau ce qu'on vient de voir, le récepteur TOL. Alors le récepteur que nous avons trouvé de cette façon-là avait été trouvé dans le développement embryonnaire précoce par Hannes Leinfollard, qu'il avait appelé TOL, en référence à l'apparition bizarre de l'animal qui avait été mutagénéisé. Elle n'avait pas pris, bon, c'était des mutagènes de l'époque, elle n'avait pas pris du glyphosate. Je ne sais pas si ça aurait marché. Et donc le récepteur TOL qui par une cascade active NF-κB, ce que nous pouvions montrer, et qui ensuite induit la production de la drosomycine qui protège contre le champignon. Alors ça ne résolvait pas tout. Il y avait, mais ce qui est en jaune, je ne vais pas le commenter parce que ça, il a fallu par la suite aller plus loin pour voir ce qui était en amont. Et on a trouvé, on l'a mis ici en jaune, et en même temps on a trouvé qu'il y avait pour les bactéries à Gram négatif une autre voie de signalisation avec un récepteur de peptoglycan différent du récepteur TOL, mais toujours NF-κB impliqué, un autre NF-κB que celui de la voie TOL, et une diptéricine chère à Daniel et à Jean-Luc Limard qui était induite. Alors là encore, en amont, on ne va pas insister là-dessus, c'est des questions compliquées, mais qui ont été parfaitement résolues par un ensemble de chercheurs du laboratoire, dont Dominique Ferrandon, qui est au 5e rang, et Julien Royer, qui avait travaillé ensemble, Jean-Luc Himmler a fait beaucoup de travaux dans ce sens-là, et Christine Kapler également. Bien, alors, à ce moment-là, où est-ce que nous en étions? Nous étions, on avait la conviction, et puis ça avait été publié, et c'était accepté, la conviction que donc un champignon ou une bactérie active par des récepteurs spécifiques, active différentes voies de signalisation, le résultat est la protection de la bestiole. Et c'était, donc nous avons publié ça en 1996, et ça a eu un retentissement important parce que c'était en fait la première fois sur un animal qu'on pouvait mettre en lien ou faire une association entre l'agent pathogène et la réponse fonctionnelle. Et alors dans notre petit groupe là que j'ai présenté tout à l'heure, il y avait aussi Charlie Janeway, et lui, alors ils se sont lancés très rapidement sur cette idée, c'est une notion que j'avais présentée à un colloque à Boston de notre petit groupe. Et puis ils ont cherché avec Medjitov, ils ont trouvé qu'il y avait un homologue humain dans une lignée de cellules humaines et qu'il activait l'immunité adaptative. Ça, c'était
l'idée de base, mais qui n'était pas encore présentée, que nous ne voulions pas, qu'on n'avait pas encore démontré dans notre système, parce que, comme vous verrez dans un instant, les mammifères n'ont pas, c'est-à-dire les insectes n'ont pas d'immunité adaptative. Alors, un autre chercheur, c'est Bruce Beutler qui est montré ici. Janeway est malheureusement mort en 2003 d'un cancer, et Bruce Beutler, que je montre ici, Bruce Beutler travaillait sur le lipopolysaccharide, qui est un des aspects les plus pathogènes chez certaines bactéries à gram négatif. Et il savait que ce lipopolysaccharide, si on le rajoutait à une culture, induisait la production de substances données. On ne va pas insister là-dessus. Et puis, il a mis 5 ans à trouver, il voyait que c'était dans des souris qui existaient depuis, à l'époque, depuis une trentaine d'années. Et puis, il a donc fait ce qu'on appelait les marches sur le chromosome. Et au bout de 5 ans, il a trouvé le gène qui était impliqué. Et il a vu que donc, le fait qu'il n'y avait pas de réponse à ce lipopolysaccharide, et ces souris ne devenaient pas malades non plus. Et donc il a vu que c'était un homologue également du récepteur Toll que nous avions trouvé et publié 2 ans au préalable. Je dois dire avec plaisir qu'il m'a téléphoné le soir même de sa découverte pour me dire voilà, on a trouvé la même chose, donc ça va aussi chez l'homme, parce que bon, lui n'était pas tellement convaincu par les travaux de Janeway, puisque c'était sur des lignées de cellules. Bon, alors maintenant, nous sommes à un niveau où nous voyons que les choses se rapprochent des deux côtés. Alors, ce qui manque encore, c'est le lien entre l'immunité, parce que tout ce que je vous explique jusqu'ici est quand même, à part le travail de Janeway, avec une proposition qui a une activation de l'immunité adaptative, tout ceci est basé sur l'immunité innée. Et alors, le moment qui a changé, pas la vue, parce qu'on pensait ça, mais qui a démontré qu'il y avait en fait un contact entre les deux immunités, c'est Ralph Steinman qui l'a proposé. Alors, je vous commente rapidement cette diapositive parce qu'elle est importante. Alors, il y a cette grande cellule bleuâtre que vous voyez au milieu. C'est une cellule qui venait d'être découverte à l'Institut Rockefeller par Zeph Cohen, qui était le patron de Ralph Steinman. Et donc, il a appelé cellule dendritique. Et c'est cette cellule dendritique, on s'est rendu compte à ce moment-là, qui porte des récepteurs Toll. Et elle va répondre récepteur de l'immunité innée. On a mis récepteur de l'immunité pour l'instant, pour rester prudent. Il va prendre des microbes, il va sans cesse, il va remarquer qu'il y a des microbes dans l'environnement de la cellule, et il va donner un coup à NF-κB. Et NF-κB vous a mis la cellule en jaune avec un grand noyau bleu sur la droite. C'est un lymphocyte. On parlera dans un instant d'un lymphocyte. Et donc maintenant, la cellule dendritique, immunité innée, va donner un signal au lymphocyte, immunité adaptative. Et là, il y a une réaction très importante. Il y a l'antigène est présenté, puis on va passer. La costimulation est très importante aussi, et c'est là-dessus sont basés les travaux sur le cancer actuellement, qui donnent les bons résultats avec ce qu'on appelle dans la littérature checkpoint control. Et en même temps, il y a une activation de l'immunité adaptative par l'immunité innée et expression des gènes de l'immunité innée. Et ce qui est extrêmement important, peut-être pas pour nous ce matin, c'est qu'il y a une production importante de cytokines. Cytokines, ce sont des messagers, ce sont en fait des lettres qui sont envoyées dans le système immunitaire entre les différents types de cellules. Et voilà, donc, si vous voulez, cette diapositive résume donc en fait ce que nous avions espéré comprendre. Et puis, donc, je rends hommage ici à Ralph Steinman. Malheureusement, Ralph Steinman est mort la veille de recevoir le prix Nobel. Le vendredi, il souffrait d'un cancer du pancréas. Et le vendredi, ce qu'on savait depuis 5 ans, et le vendredi avant la déclaration
des lauréats du prix Nobel, il est mort. Et sa famille ne savait évidemment pas qu'il était prévu qu'il ait le prix Nobel. Et quand le prix Nobel, quand le comité s'est réuni, il ne savait pas qu'il était mort. Il n'y a pas de raison de contact entre les deux. Et donc, il a eu le prix Nobel de façon exceptionnelle. C'est le premier cas dans l'histoire des prix Nobel où il a eu le prix Nobel à titre posthume. Bon. Et bon, alors nous allons là, très rapidement maintenant, je vous présente, c'est les récepteurs Toll pour l'instant, dont j'ai parlé pour l'instant. Les récepteurs ne sont pas les seuls récepteurs, ce sont des récepteurs extracellulaires. En fait, ce qu'ils font, ils regardent, scannent le milieu extracellulaire pour voir s'il y a du microbe ou pas. Mais il y a aussi les récepteurs. Il y a 12 récepteurs. Là, je parle de l'homme. 12 récepteurs Toll-like receptors, comme ils sont appelés, chez l'homme, qui activent NF-κB comme on l'a vu. Mais il y a aussi une série de récepteurs intracellulaires qui ont été découverts après 2000. Et donc, alors, je serai très bref là, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, il y a des récepteurs à l'ARN. Il y en a 3 chez l'homme. Il y a des récepteurs à l'ADN qui portent le nom de SIGAS. Il y en a un chez l'homme connu. Ça, c'est des récepteurs sur lesquels SIGAS ADN travaille actuellement le laboratoire de Jean-Luc Himmler. De très beaux résultats, très novateurs. Et puis, il y a les NLR qui donnent des inflammations qui ne nous préoccupent pas vraiment aujourd'hui. Donc, je passe, dans la mesure où le temps nous est compté. Alors, donc, tous ces récepteurs-là sont dans la cellule et reconnaissent les pathogènes dans la cellule. Et aussi, ce qui est important, vraiment important pour l'avenir, et quand je suis dans un domaine, dans un public purement médical, je dis toujours, surtout des jeunes, je dis ça, c'est vraiment des sujets extrêmement importants dans l'avenir parce qu'il n'y a pas que ce qui est infectieux qui induit toute cette réponse immunitaire innée et, comme on a vu, adaptative, mais il y a aussi des malformations, il y a des problèmes, on dit en anglais, c'est-à-dire des malformations, des blessures, disons des blessures internes ou des développements anormaux, du cancer par exemple, qui sont reconnus par ces récepteurs de l'immunité innée. Et on a tort, aujourd'hui on a tort de dire que l'immunité se dirige uniquement contre ce qui est infectieux. Il y a aussi du non-infectieux, du normal même, ce qui était évidemment nié il y a encore 20 ans. On dit parce que l'immunité fait la différence entre le soi et le non-soi. C'est plus compliqué comme ça. L'immunité fait la différence entre ce qui est normal, ce qui doit être présent et ce qui ne doit pas être présent. Ça, c'est une des révélations de ces années-là. Alors, après ces séquences d'immunité innée, je retourne à l'immunité adaptative. Très brièvement, une diapositive, pendant que nous faisions ça, il y avait des travaux qui ont avancé sur les lymphocytes, et là je vous montre les personnes. Max Cooper est un ami du laboratoire, Jacques Miller est un Australien qui est décédé, Govans aussi, et puis les personnes, Mark Davis et Takmak, qui ont découvert les récepteurs sur les lymphocytes. Alors, pour que ceci soit plus clair dans la rapidité de cette présentation, je vous montre une version ultra simplifiée des 2 branches des défenses immunitaires humaines. C'est un peu, on va vers la conclusion. Innée, alors c'est la phagocytose, macrophage, neutrophile, peu importe, il y a plusieurs types de cellules qui avalent et digèrent les cellules infectées ou alors les cellules anormales. Et ensuite, les cellules dendritiques, dont on a parlé il y a un instant, qui font le pont avec l'immunité adaptative. Et voilà, alors l'immunité adaptative, il y a globalement, essentiellement il y a un type de cellule, c'est les lymphocytes, qui vient sous deux formes, les lymphocytes B qui font les anticorps et les lymphocytes T qui sont cytotoxiques et qui tuent les cellules infectées. Et donc, ça, c'est des choses qui ont été souvent oubliées dans la presse quand on parlait d'immunisation, parce que l'immunisation fait à la fois des B qui produisent des anticorps et des T qui vont tuer les cellules infectées.
Voilà, alors donc un point important, c'est qu'il n'y a que dans l'inné, il n'y a pas de mémoire, alors que dans l'adaptatif, il y a une mémoire. Ce qui fait que dans l'inné, vous avez peut-être une centaine de récepteurs différents dans un organisme, et alors que dans l'adaptative, vous pouvez en avoir jusque plusieurs millions au même temps dans un seul organisme. Voilà, alors maintenant on va revenir à notre question de départ. Metchnikov avait raison en disant que l'unité innée joue un rôle capital, mais il avait tort en disant que c'est la seule. Et dans le même sens, Ehrlich avait raison de dire que l'unité adaptative est extrêmement importante, mais il avait tort de dire que c'est la seule. Et ceux qui avaient raison, c'était le comité Nobel qui a partagé le prix entre les deux en disant voilà. Alors dans cette diapositive, je montre juste que l'unité innée, comme elle est, vous voyez, très distribuée dans tous les organismes, y compris chez l'homme. Et chez les hommes, simplement vers 450 millions d'années, chez les poissons est apparue l'immunité adaptative. Alors, donc je ne vous donne pas l'aspect médical, alors je vous montre là quels sont les effets ou les rôles joués par les toll-like receptors, ce qui était... alors ça, c'est pas nos travaux, ça c'est les travaux médicaux, alors c'est là qu'on nous a demandé évidemment quand on a vu nos travaux, qu'est-ce que ça peut signifier chez l'homme, et voilà, vous voyez des infections, inflammations, en vaccination, dans le cancer, système nerveux central, maintenant on sait que aussi c'est impliqué dans les maladies dégénératives, neurodégénératives, dans le système cardiovasculaire, dans les problèmes cardiaques, etc. Alors ce qui fait que finalement, il y a eu, depuis notre travail de 76-77, qui pour la première fois montrait la relation entre des récepteurs TOL et la survie d'un organisme, il y a eu 75 000 publications sur ces thématiques, qui sont quand même, il faut dire, dans l'essentiel maintenant médical. Voilà, je voulais remercier mes collègues. Bon, alors dans différentes périodes, alors je passe maintenant, mais ceux qui sont dans la salle se retrouvent dans la liste. Et donc je redis tout ce que nous devons à Guy Horisson, Pierre Chambon, à Pierre Carly et à Aimé Porte. Voilà. Et l'avenir, je ne le commenterai pas, parce que l'avenir, c'est on cherche maintenant à voir est-ce que ce que nous avons découvert dans l'anti-infectieux, ça vaut aussi pour le non-infectieux, les cancers par exemple. Donc nous avons actuellement des études en route, et ça c'est essentiellement, j'ai un laboratoire maintenant à Canton, dans lequel participent aussi Dominique Ferrandon et Jean-Luc Himmler, qui ont leur propre labo là-bas, dans le cadre de cet institut. Et là, je vous montre, c'est le dernier commentaire, une mouche à qui on a injecté des cellules cancéreuses qui apparaissent en jaune-vert là-dedans. Et donc, nous injectons un faible nombre de cellules cancéreuses et nous suivons le développement de ces cellules cancéreuses. Et avec, évidemment, tout ce que les techniques modernes permettent d'étudier, tous les omics, etc. Et je peux juste vous dire que ça me fascine. Bon, je suis navré d'avoir été un peu long, mais j'ai quelques excuses. Et j'aurais pu, si vous ne m'aviez pas incité, j'aurais pu sauter au moins certaines des diapositives. Mais maintenant, vous voyez à peu près, et vous ne direz pas, Hoffman, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur la mouche. Non.